Pourquoi le co-living et comment ça fonctionne, sachant qu'aujourd'hui c'est un peu le vent en poupe, ça fait déjà 4-5 ans qu'on en entend beaucoup parler. Le co-living, je vais plus dire que c'est une mouvance, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit où on va avoir des gens qui vont partager des mêmes envies, des mêmes besoins et qui vont être dans un même environnement. Donc voilà, quand je vous dis, on achète une maison qui fait à peu près entre 250 et 400 mètres carrés, entre 1,8 million et 2,2 millions, voire 2,5 millions d'acquisition. Et généralement, dessus, on rajoute entre 500 et 800 000 de travaux. Hello et bienvenue sur le podcast de la bonne fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Alors, je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec la bonne fortune, mes invités et moi-même se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils afin que tu puisses investir selon tes choix, tes envies et tes objectifs. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Salazar pour une émission qui va être passionnante, qui m'intéresse même à titre personnel. On va évoquer l'investissement immobilier, les finances personnelles d'une façon générale, comment se construire un patrimoine, comment même investir, notamment avec en fil rouge, en filigrane, le co-living, le concept du co-living. Tu nous en diras un petit peu plus, notamment avec ton activité Patchwork, à laquelle tu es à la tête aujourd'hui. Tu as également une casquette, Stéphane, de dirigeant, enfin de conseil, où tu accompagnes différents acteurs, que ce soit des marchands de biens, des promoteurs, toutes des personnes vraiment sur des conseils d'assistance, de pilotage par rapport à leur mission, à travers notamment ton parcours qui t'a amené à être DAF, donc directeur financier. Tu nous en diras un petit peu plus. On enregistre aujourd'hui cette émission à distance. Tu nous fais le plaisir de nous ramener un petit peu de chaleur et de soleil dans ces temps un petit peu particuliers, en tout cas sur la métropole française, parce qu'on enregistre aujourd'hui, tu es au Mexique. Donc pour cette fin d'année, ça fait plaisir, même si c'est plutôt moi qui porte la moustache mexicaine. Salut Stéphane, vraiment un plaisir de t'avoir ici sur l'émission. Bonjour, plaisir partagé. J'en profite pour remercier tout de suite Cédric Tempestini, qui nous a mis en relation. Donc avant d'oublier, on lui fait un petit coucou, on le salue. Et Stéphane, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc je t'ai fait une petite présentation comme ça succincte, mais je pense que tu pourras l'étayer un petit peu plus. Qui es-tu, Stéphane, en 2 mots? Alors en quelques mots, après 20 ans d'expérience bancaire dans le milieu bancaire, on va dire européen classique, je me suis orienté comme directeur administratif et financier, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce que je faisais pour le compte de quelqu'un, je pouvais le faire pour mon propre compte. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première structure de conseil, qui s'appelle Lujo Conseil, dans lequel j'accompagne les professionnels de l'immobilier, donc comme tu l'as dit, promoteurs, marchands de biens, lotisseurs, foncières, cotées ou non cotées, familiales ou autres, dans la structuration d'opérations et jusqu'à les accompagner jusqu'à la signature finale des actes de prêt et les acquisitions chez le notaire. Après, donc ça, c'est plutôt un volet immobilier, sachant qu'également, j'accompagne ces clients sur des restructurations de dettes, voilà, c'est un panel qui est un peu plus large, des structurations sur des fiducies, sur des obligations convertibles ou autres. Donc ça laisse quand même un panel assez large d'accompagnement. Et comme tu l'as mentionné également, j'ai une deuxième structure qui s'appelle Patchwork, qui est spécialisée sur une activité de co-living. On reviendra dessus sur ce que c'est le co-living, pourquoi le co-living et comment ça fonctionne. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un peu le vent en poupe. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup de choses dessus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui mérite d'être élargi et approfondi. Je pense que c'est l'objet un petit peu de cet entretien qu'on va avoir aujourd'hui. Et voilà, donc ça va faire 4 ans qu'on a créé Patchwork. On a actuellement 5 maisons en propre et une soixantaine de chambres sous gestion. Yes, super impressionnant, en effet, juste pour rebondir là-dessus, en effet, pour avoir vu un petit peu ce que vous proposez. Donc ça situe les biens sur la région parisienne, tu nous en diras aussi un petit peu plus. En tout cas, merci pour voilà, l'explication, ce beau parcours, et on voit bien comme ça cette construction. Tu t'es construit vraiment dans cet univers financier à travers le milieu bancaire et directeur administratif financier. Aujourd'hui, tu accompagnes voilà, sur des structurations
juridique, administratif, financier plus ou moins complexe avec voilà, quand même une certaine appétence, je pense, et une ingénierie financière assez intéressante. Concernant la partie co-living, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, j'ai déjà tout de suite une première question. Qu'est-ce que le co-living? Qu'est-ce que ça veut dire? En France, on parle beaucoup de colocation, donc location à plusieurs, mutualisée. Le co-living, littéralement, alors je suis vraiment pas très très bon en anglais, mais c'est habiter ensemble. Pourquoi cette nuance, cette différence? Est-ce que c'est juste un terme un petit peu pompeux, à connotation anglo-saxonne? Quoi les différences? Qu'est-ce que le co-living? Alors, le co-living, comment on pourrait le définir? Alors oui, effectivement, de par l'expérience et de par l'ancienneté de la colocation existante, notamment via le film L'Auberge espagnole ou ce genre de choses qui ont été mis en avant dans les années 2000, fin 90-2000, où effectivement on avait un grand appartement, une grande maison qu'on partageait, chacun avait sa chambre. La colocation, ça c'est plutôt de la colocation classique, on va dire, et ce qu'on trouvait jusqu'il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, il y a eu une demande qui s'est modifiée, alors de par l'évolution sociétale, parce Mhm. que du coup on se retrouve avec des personnes qui vont être plus mobiles, donc du coup qui vont pouvoir habiter dans un endroit plus ou moins proche de leur domicile. Il va y avoir des spécificités entre les différentes catégories, donc j'y reviendrai tout à l'heure aussi à travers une flèche de cours de vie. Et en fait, le co-living s'est développé, et je vais même dire s'est accéléré du fait de la crise du Covid qu'on a vécue et qui a été assez importante. Pourquoi il y a eu un impact fort? On s'est rendu compte que les gens, privés de leur liberté, comme on a été privés, ceux qui n'avaient pas la chance d'être en colocation, donc pour des raisons financières ou personnelles, se retrouver dans des espaces petits, dans des studios de 9 mètres carrés, notamment quand on vit sur Paris. Et les gens ont perdu, beaucoup ont perdu pied, il y a eu beaucoup de dépression, il y a eu beaucoup de soucis. Et du coup, on s'est rendu compte que le fait d'être en co-living permettait d'avoir des espaces beaucoup plus grands, Mm. type des grosses maisons, des gros appartements avec des jardins, pourquoi pas, des cours, etc. Donc un espace extérieur, et d'avoir aussi des espaces partagés. C'est ce qui différencie également de la colocation avec le co-living. Le co-living, je vais plus dire que c'est une mouvance, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit où on va avoir des gens qui vont partager des mêmes envies, des mêmes besoins et qui vont être dans un même environnement. Donc du coup, ce qui est important de mettre en parallèle, c'est que le co-living, c'est vraiment le fait de vivre ensemble et de partager des choses. Et c'est sur ça que la différence est la plus prégnante entre le fait de juste partager, on va dire, une adresse commune, où les gens vivent ensemble, mais avec chacun sa propre activité, sa propre vie. Donc en fait, ça permet de diviser les coûts, alors que le co-living, c'est vraiment un état d'esprit où on a des gens qui vont vivre sous le même toit, qui vont avoir des espaces communs partagés. Ça peut être la cuisine, ça peut être une salle de télévision, une salle de cinéma, une salle de sport, un jardin. Et donc, du coup, tout ça fait qu'on va avoir une cohésion au sein de cette maison, et qu'on va pouvoir également, alors là, j'anticipe un petit peu sur ce qu'on va échanger sur le futur après, mais on peut développer des maisons par thème, c'est-à-dire avoir des gens qui aiment la cuisine, et on va avoir 5 personnes qui vont avoir leur propre espace personnel, donc leur chambre avec leur salle de bain par exemple, mais qui vont partager une cuisine semi-professionnelle avec des cours de cuisine qui pourraient être dispensés, et on peut aller même pousser beaucoup plus loin le projet en disant voilà, on va avoir un potager extérieur pour pouvoir exploiter ses propres fruits et légumes et être ensemble et cuisiner ensemble et avoir ces temps de partage en commun. C'est ce qui différencie vraiment. C'est vraiment un état d'esprit qui est complètement différent, où on va retrouver des gens qui vivent, bien évidemment, parce qu'ils ont besoin de vivre ensemble et en commun pour diviser les coûts, mais ça va au-delà. C'est vraiment une philosophie et une manière de vivre qui s'est développée à aujourd'hui. Ouais, super intéressant. Bah, écoute, merci, merci pour cette description bien fluide où on comprend vraiment cette nuance où la colocation, bon, elle est typiquement un appart 80 mètres carrés, chacun a sa chambre et puis chacun fait sa petite vie de son côté. Ils se croisent, etc. Potentiellement, voilà, un petit apéro une fois de temps en temps ensemble, mais c'est tout. Que là, le co-living, c'est vraiment de pousser l'expérience vraiment beaucoup plus loin, l'expérience, on va dire, client, locataire, Expérience habitant, humaine.
l'expérience humaine beaucoup, beaucoup plus loin avec l'idée de rassembler des personnes qui se ressemblent, qui vont vraiment partager les choses ensemble réellement et pas simplement que les coûts. Et le tout agrémenté avec une qualité de service, de ce que tu me décris en tout cas, un level, un niveau quand même supérieur. Par rapport à de la colocation classique. Je reprends l'exemple de ce petit appartement où là, tu parles quand même éventuellement de maison avec un extérieur, peut-être des jardins partagés, potagers, peut-être une piscine, j'en sais rien, une cuisine high-tech, etc., etc. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, de proposer un ou plusieurs services assez poussés, assez haut de gamme, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et voilà, donc deux choses. D'une part, c'est l'expérience augmentée et deuxièmement, la qualité de service supérieure, quoi. Grosso modo, ça peut se résumer comme ça. Exactement. Et en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est très juste et que j'aurais pu un peu plus développer. C'est en fait une autre différence entre la colocation classique et le co-living, c'est que le co-living propose une offre tout inclus. C'est-à-dire que tu vas avoir ton loyer, ton internet, ton eau, ton électricité, le ménage dans les parties communes, etc. Donc, il y a une notion aussi de service qui n'est pas neutre. Alors, effectivement, ça a un coût supplémentaire, mais l'un dans l'autre, quand on cumule, quand tu es en colocation et que tu dois payer ton internet, ton eau, ton électricité, ton loyer, tu n'as pas forcément les prestations de ménage qui sont incluses également dedans. Voilà, donc l'offre qu'on va proposer en co-living, c'est une offre tout inclus. Et du coup, à peu ou prou, on se retrouve sur des mêmes montants de coûts que tu vas devoir payer, mais avec des prestations de services qui vont être supérieures. Quand tu parles du ménage, ça fait écho simplement quand on met pas par exemple de prestations de ménage dans une colocation, on sait très bien que allez, personne s'occupe de la vaisselle et c'est le bordel et on retrouve la cuisine quand il y a un départ d'un locataire plus ou moins dégueulasse, etc., etc. Le lave-vaisselle qui a jamais été entretenu, jamais personne n'a remis le sel comme il faut, l'a nettoyé, les joints sont foutus, etc., etc. Et Exactement. donc il y a une dégradation d'une part du matériel pour quelqu'un qui aurait mis des billes dans des équipements, mais également de l'expérience client parce qu'au final ça devient de moins en moins potentiellement agréable peut-être à vivre dans des colocs où ça peut être un peu le bazar. Voilà, c'est pas forcément tout le monde, il faut peut-être pas faire de généralité, mais le fait d'avoir ne serait-ce que cette prestation de ménage, j'y vois cet intérêt aussi, d'une part d'augmenter l'expérience de la personne, du client qui va venir louer, et en plus, oui, mutualiser les coûts et in fine, on s'y retrouve peu ou prou. Mais voilà, une offre vraiment tout inclus, un package, service et l'idée, c'est que pour la personne, il n'y a rien à s'occuper. On prend les clés de sa maison, de sa chambre, et tout est inclus, tout est fourni. Pour un investisseur, en termes de coûts, j'imagine que restons avec le parallèle peut-être de la colocation, mais donc on est sur de l'investissement potentiellement pour le coup donc locatif, où quelqu'un va se tourner sur un bien, une maison avec un extérieur, des prestations piscine, pas piscine, un sous-sol, on peut faire une salle de cinéma, je sais pas. Enfin, tu nous en diras plus Mhm. sur les différents services que peut-être toi tu proposes et qui peuvent être mis en œuvre, mais en termes d'investissement, donc du locatif, et donc l'investissement de départ est peut-être aussi potentiellement plus onéreux. Est-ce que la rentabilité financière, on s'y retrouve comparé encore une fois à une colocation, un investissement locatif classique, enfin peu importe. Comment ça fonctionne un petit peu en termes de structuration? Alors, en termes de structuration, j'ai coutume de dire que c'est quasiment la même chose en fait, parce que du coup, l'idée c'est quoi? C'est on va acheter un appartement, une maison, on va la diviser et on va calculer le loyer, moins les charges de remboursement, etc., pour avoir et calculer une rentabilité. Sachant que le fait qu'on se retrouve en co-living avec des prestations de services qui vont être supérieures vont te permettre d'avoir une majoration au niveau de ton loyer. Donc Mmh. après, à toi de bien calculer tes coûts, tes charges que tu vas avoir en face, tes frais de chauffage, tes frais d'entretien, l'eau, le gaz, l'électricité, et de voir après, en fonction de cet état des lieux, de voir comment toi tu peux structurer ton opération. Pour prendre mon cas personnel, nous, on cherche plutôt des actifs qui sont plutôt des grosses maisons type bourgeoise qui ont un cachet quand même spécifique pour pouvoir justement pour pouvoir prétendre à des prestations un peu plus élevées. Donc, il faut qu'effectivement, comme tu l'as souligné, avoir un jardin, si ce n'est pas un parc, avoir une piscine, avoir une verrière. Enfin voilà, on cherche des maisons qui peuvent être atypiques Mmh. et qui rendent les travaux d'aménagement euh,
qualitatif, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même, c'est pas la maison lambda, il y a quand même quelque chose, il faut qu'on arrive à provoquer un coup de cœur. Donc, je sais qu'il y a des intervenants, différents intervenants en co-living, eux ne se posent pas cette question-là. Eux, ils vont acheter une maison, ça peut être un pavillon en région parisienne, le restructurer et faire du co-living. Voilà. Après, tout dépend de à quelle cible tu vas t'intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Pour bien comprendre le potentiel du co-living, aujourd'hui, on peut le décliner sur différents modèles et sur différentes formes. Le plus simple, c'est je vais vous prendre une flèche. On prend la vie de 18 ans à partir du moment où on est scolarisé en termes d'aller ses études jusqu'à plus de 75 ans. Donc vous avez votre flèche, vous la voyez, vous la visualisez, et en fait, on va la scinder en fait de 18 ans jusqu'à 25 ans. On va avoir des résidences qui peuvent être pour les étudiants. Donc on va avoir un co-living étudiant. Donc, c'est-à-dire nos intervenants, enfin, notre cible potentielle, ce sont les étudiants qui sont à la fac, qui cherchent à se loger et qui vont avoir des besoins notamment importants en termes de services, c'est-à-dire il va y avoir les frais de ménage, on revient dessus bien évidemment, mais il va y avoir des espaces partagés de travail où on va avoir des salles, où on va avoir des prises connectées, une connexion Internet, au débit, etc. pour pouvoir avoir accès à tout ce dont eux, ils ont besoin en tant qu'étudiants, puisque du coup, on sait qu'aujourd'hui, les cours se passent pour la moitié, voire plus, en visio. Et donc, c'est important d'avoir une connexion Internet de qualité, d'avoir des prestations pour pouvoir partager les fichiers ou autres entre eux. Donc, voilà. Donc là, on va vraiment se spécialiser sur cet aspect-là. Ensuite, on va prendre les 25 ans et on va pousser jusqu'à 35 ans. Là, on va avoir du co-living pour les jeunes actifs. Donc là, c'est-à-dire, c'est des jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle et effectivement, on va se dire quels sont leurs besoins. Donc eux, effectivement, ils vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de calme, un peu plus d'espace pour pouvoir se retrouver un peu tranquille, notamment les week-ends après la journée de travail. Ils vont pas forcément rentrer chez eux, peut-être qu'ils vont vouloir profiter des logements. Donc on va peut-être investir dans une cuisine un peu plus grande parce que on sait qu'il y a quand même une appétence particulière pour faire de la cuisine ou pour se détendre dans une salle de cinéma, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, ou également pour faire du sport. Donc on va intégrer une petite salle de sport. Voilà, donc ça va être des besoins sur lesquels on va répondre spécifiquement à ce type de clientèle. Ensuite, on va prendre les 35, 65, 70 ans. Donc là, on va s'adresser à une autre typologie de clientèle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà intégrés dans le monde du travail, qui peuvent être mariés, qui peuvent être en famille, qui peuvent avoir des accidents de parcours, ça peut être un divorce, ça peut être un décès. Et donc, du coup, on va répondre à une autre problématique. C'est des gens qui veulent peut-être partager des moments de communion avec d'autres, qui vont avoir vécu la même chose. Et donc, du coup, se retrouver une maman seule avec ses 2 enfants, un papa seul avec ses 3 enfants, voilà, ou quelqu'un qui est seul, qui ne veut pas être seul, mais qui ont un travail à côté, mais qui ne supportent pas la solitude. Comme j'ai dit tout à l'heure également, le fait d'avoir été mis en quarantaine, lors du Covid, des gens l'ont très mal vécu et on s'est rendu compte que du coup c'était vraiment un échappatoire pour les gens on s'est rendu compte en fonction des enquêtes que les gens qui vivaient en colocation ont mieux vécu et mieux supporté cet isolement que les gens qui se retrouvaient réellement seuls dans leurs 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés sur Paris. Donc ça, c'est une étape aussi où on va avoir d'autres besoins, d'autres demandes, donc des espaces plus grands, peut-être 1 ou 2 salles de bain supplémentaires. Et donc, du coup, on ne va pas avoir les mêmes réponses à leur apporter que ce qu'on pourrait apporter à des étudiants ou à des jeunes actifs. Et puis après, on s'est rendu compte également, et ça se développe de plus en plus, et il y a beaucoup d'intervenants qui sont en train de se positionner sur ce marché de niche, c'est-à-dire qu'on va avoir les 65 ans, 70 ans jusqu'à plus. Pourquoi c'est un marché qui est aussi très intéressant? C'est parce que c'est du co-living pour les seniors. Alors pourquoi? Parce qu'on dit oui, alors seniors, ils peuvent rester chez eux, mais des fois, tu te retrouves veuf ou veuve, les enfants sont loin, donc tu te retrouves seul, tu n'as pas forcément beaucoup de famille, tu es en bonne santé, mais tu n'as pas envie d'aller dans un EHPAD,
ou tu n'as pas envie d'être dans une maison médicalisée parce que tu n'en as pas le besoin, parce qu'à 65, 70 ou 75 ans, tu es encore en pleine forme et tu es complètement apte de voyager, de profiter, de sortir, etc. Et on s'est rendu compte que ce système de co-living pour seniors répondait à une vraie attente parce que les gens vieillissent bien, vieillissent mieux, plus longtemps. Et donc, du coup, ça permet ces maisons connectées entre personnes qui restent très connectées en matière de technologie. Mais le plus important, ça va être le lien filiatif en fait qu'on peut retrouver entre les personnes et créer du lien social. Et en fait, du coup, on se rend compte que ces maisons aussi pour les seniors ont vraiment on le vend en poupe parce que c'est un palliatif pour ne pas être seul, pour reconstruire du lien et de pouvoir profiter, de continuer à vivre sereinement et heureux et avoir une vieillesse complètement, parce que c'est bien d'être en bonne santé, c'est bien d'être actif, mais voilà, on se rend compte que c'est quand même mieux de partager ces moments-là avec des gens du même âge et qui ont les mêmes attraits en fait. Donc voilà, donc là j'ai décortiqué, c'est vraiment la flèche de la vie et on se rend compte que le co-living peut se décliner en fait au fur et à mesure de l'avancement de la vie et ça répond en fait à tout le monde. Et c'est pour ça que le co-living a aujourd'hui le vent en poupe, c'est que ça parle à tout le monde et ça s'adresse à tout le monde. Donc que tu sois étudiant jusqu'à la retraite et senior, en fait ça couvre vraiment tout le panel de la vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le co-living peut se décliner de différentes manières et à tous les états si je puis dire. Ouais, c'est super intéressant. On pourrait potentiellement avoir l'image, et c'était peut-être parfois peut-être mon cas, mais simplement cette vue, cette grande maison pour des jeunes qui vont faire la fête, sauter dans la piscine, faire des grosses fiestas, projet X, etc. Mais non, en effet, avec cette image j'aime bien cette interprétation avec la flèche de la vie. Et en effet, tu l'as expliqué, ouais, ça peut répondre à tous les besoins, peu importe où c'est qu'on se trouve dans notre parcours de vie. Et c'est intéressant, et je pense que beaucoup de nos auditeurs là sont en train de se dire, ah oui, bah tiens, moi je suis là en province, dans une ville plutôt à démographie vieillissante, etc. Tiens, ça peut être intéressant quand on voit le coût des maisons de retraite de faire, ou alors des résidences seniors, enfin bref, avec des charges astronomiques, des fois on ne sait pas pourquoi on paye, mais là de faire quelque chose avec un service pour seniors, je pense simplement peut-être une aide pour les repas, ou un cuistot qui vient à domicile parce qu'on a simplement un peu la flemme ou pas envie, ou des aides ménagères, ou un service un peu de paramédical mais léger, partant du principe que les personnes, comme tu l'as dit, ont une autonomie, mais voilà, en adaptant le service en fonction de la clientèle qu'on a, en effet, ouais, ça ouvre le champ des possibles, et j'y vois même la possibilité, là, t'as imagé comme ça avec on va dire ces 4 catégories de personnes, mais même de faire des sous-déclinaisons, après libre recours à ses envies, avec faire des choses à thème pour les étudiants, comme tu dis, ça peut être ou les jeunes cadres, faire un truc thème, allez, je sais pas moi, cinéma, un autre truc, ça peut être le thème le sport. Et ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous prendre en exemple un petit peu de ce que vous faites avec Patchwork, concrètement, ce que vous avez, combien de chambres, combien de personnes dans les maisons, prendre un des exemples que vous avez qui soit parlant, en termes aussi parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui nous écoutent, en termes peut-être de coûts de l'opération, de rentabilité derrière, et les services que vous apportez. On a bien compris la dimension on va dire participation à la société, proposer un réel service qui répond à un réel besoin, donc ça c'est cool. Mais en termes de structuration financière, un petit peu décrire, et je mettrai dans tous les cas donc patchwork.me, donc ça c'est le site où on peut retrouver les différents projets. Je mettrai le lien bien sûr dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu peux décrire un peu sur l'une des maisons que tu souhaites? Je vais me connecter en même temps pour regarder ça. Je vais prendre un exemple vraiment, c'est un exemple classique, on va dire. C'est donc sur les typologies de maisons sur lesquelles on se situe, on est généralement avec des prix d'acquisition, on va dire entre 1,8 million et 2,2 millions, 2,5 millions. Grosso modo, nous après on travaille, donc mon associé sur lequel Patchwork, donc moi je m'occupe de la partie financière, comptable, etc. Mais je suis avec un associé également qui est architecte de formation, et lui va s'occuper de plus la partie réalisation des plans, réaménagement des maisons, suivi des chantiers, etc. Donc du coup, à partir du moment où on a topé une maison, qu'on a validé le potentiel, que ce soit au niveau de l'emplacement, de la superficie et du potentiel des travaux qu'on peut faire, généralement, nous, sur les maisons, alors, c'est toujours pareil. Il y a différents acteurs qui vont intervenir sur différents co-living. Moi, je vous parle vraiment de ce que nous, Patchwork, on fait, sachant qu'il y a des
des co-livers, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui exploitent en co-living. Donc les co-livers vont être il y a des gros groupes qui sont en train de se positionner pour faire du co-living sur 1000 chambres étudiantes. Nous, c'est pas du tout sur ce secteur-là où on se situe, et parce que on a vraiment cet état d'esprit. On veut vraiment garder en fait le vrai co-living tel qu'il est. Si c'est pour faire des cages à lapins et mettre 1000 étudiants, les 1000 étudiants ne se connaissent pas, on retombe dans la colocation classique. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc du coup, on établit des maisons qui ont entre un potentiel de 7 à 20 chambres. Donc voilà, on n'excède pas 20 chambres. Okay. On estime qu'au-delà de 20, c'est trop compliqué à gérer et qu'on ne répond pas correctement aux besoins de chaque locataire potentiel. Donc du coup, pour prendre un exemple, donc voilà, comme je vous dis, on achète une maison qui fait à peu près entre 250 et 400 mètres carrés, entre 1,8 million et 2,2 millions, voire 2,5 millions d'acquisition. Et généralement, dessus, on rajoute entre 500 et 800 000 de travaux. Donc, grosso modo, on arrive à des opérations qui font à peu près 3 millions d'euros. Et je fais une très courte incursion dans cette émission simplement pour vous dire un grand merci. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast de la bonne fortune et à en parler autour de vous, à vos amis et à vos proches. C'est vraiment fantastique. Et je vous invite, si vous avez quelques secondes, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, comme l'a fait Frezo, par exemple sur Apple Podcast, qui a laissé ce super message. La bonne fortune, un podcast de qualité, des invités inspirants. Merci pour ton podcast et ton travail. Et ben écoute, c'est moi qui te remercie Frezo, et franchement, lire des avis comme ça, c'est vraiment toujours très très sympa. Et en plus, ça aide tellement à faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui prennent ces quelques secondes vraiment très très précieuses. Allez, tout de suite, je vous laisse de nouveau en compagnie de Stéphane pour la suite de cet épisode. Sur ces 3 millions d'euros, comment on les structure? On a une structure holding qui s'appelle Patchwork, sur laquelle, effectivement, elle rentre systématiquement, et on crée une SCI dans laquelle on va loger la maison. Chaque maison est logée dans une SCI pour bien différencier. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est-à-dire que si jamais il y a une maison qui fonctionne moins bien qu'une autre, ça permet d'avoir des pare-feux et donc du coup d'isoler une opération qui pourrait moins bien se passer comparée aux autres. Donc du coup, c'est la première raison. Deuxièmement, nous, au Patchwork, on fonctionne comme intervenant. Donc effectivement, on va développer l'acquisition d'une maison avec la mise en place des travaux, le suivi des travaux et le suivi des locations pour pouvoir exploiter cette maison. Et des fois, on le fait à 100% nous. Et puis des fois, comme tout investisseur, on n'a pas forcément les fonds propres nécessaires à apporter et on fait appel à des investisseurs extérieurs. Donc, c'est peut-être pour ça la passerelle que tu as fait tout à l'heure où il y a peut-être des investisseurs au sein de ta communauté ou des personnes qui nous écoutent qui pourraient être intéressées. Et effectivement, nous, on est enclin, le fait d'avoir une SCI dédiée, de pouvoir prendre des investisseurs A, B, C, D, de venir nous rejoindre dans ce projet-là et d'exploiter cette maison-là sans pour autant impacter de manière positive ou négative, les autres projets qui pourraient avoir lieu. Donc, ça permet de scinder. Et la troisième réponse qu'on pourrait faire, pourquoi on isole dans les SCI, c'est-à-dire que nous, en tant qu'exploitant, on se réserve la possibilité dans le futur, pourquoi pas avoir un portefeuille d'actifs, et vu que les investisseurs sont de plus en plus gros et de plus en plus intéressés, pourquoi pas dire, voilà, j'ai un portefeuille de 5, 10, 15, 20 maisons, il est valorisé à temps et pourquoi pas le céder tout ou partir. Donc, ce qui nous permet de faire des cessions de parts et de les revendre et de développer ou de modifier notre manière d'appréhender le co-living. Après, en termes de rentabilité, pour vraiment... Après, nous, on est sur des loyers entre 1000 et 1280, 1300, ça dépend des maisons, ça dépend, mais je vous donne des fourchettes. Donc, ce qui nous permet, après, en termes de structuration d'opération, alors je rentre un peu plus dans le financier, donc c'est un peu plus c'est un peu plus ma corde, on va dire. Yes. On arrive sur des structurations où on va acheter la maison, on va aller voir le banquier, on va dire, on a topé une maison, on a fait tourner les chiffres, on a un worst case où effectivement on est parti sur 80% de la maison d'exploitation, mais sur 8 mois et non pas sur 12. Donc, et on a validé le fait que ça remboursait, donc on a bien les ratios qui correspondent bien. On va apporter 20% de fonds propres dans cette opération.
Alors, c'était vrai jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, avec le durcissement des normes bancaires, c'est plus tout à fait 20, ça peut être 25. Et on va aller chercher un effet de levier le maximum auprès des banques, ce qui peut être à près de 75 ou 80% du financement à côté. Sachant que les loyers qu'on va générer sur chaque maison, je vous donne encore une nouvelle fourchette, c'est entre 180 000 et 250 000 euros de revenus locatifs annuels. Mmh. Cette charge, ces revenus vont venir rembourser la charge de la dette, mais la structuration de la manière où on va le faire, puisque, comme je vous ai dit, on achète la maison, on réalise les travaux, il faut compter entre 10 mois et 12 mois de travaux. Donc, ce qu'on met en place et ce qu'on négocie d'entrée de jeu avec la banque, c'est on met un différé de 12 mois. Mmh. C'est-à-dire qu'on va payer les intérêts la première année Mmh. et on va amortir la charge de capital, en fait, et la charge du crédit sur les 14 années restantes. Donc, en calculant ça, en tout, du projet de A à Z, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la 15e année, on arrive à sortir des taux de rendement, pour répondre à ta question, qui sont compris entre 8 et 12%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un produit. Donc, en plus de répondre à des normes sociétales, en plus d'avoir un vrai rôle, je veux dire, auprès des jeunes, des moins jeunes ou des seniors, donc il y a vraiment une réponse qu'on fournit à une demande qui existe réellement. Il y a un vrai attrait aussi financier pour les investisseurs et pour les co-liveurs également. C'est-à-dire que, bon, je veux bien qu'on fasse je ne vais pas dire de l'humanitaire, mais je veux dire qu'on réponde à des questions sociétales, ce qui est important également, mais aussi il faut avoir en tête que c'est quand même quelque chose qui est assez lucratif. À partir du moment où, au bout de 15 ans, tu as réussi à rembourser ton prêt, bah, tu te dis que tu as entre 200 ou 180 et 250 revenus de loyer locatif annuel, c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai créé aussi Patchwork avec mon associé, c'est que j'avais mon activité de conseil qui était plus sur mon activité, on va dire, du quotidien, qui me permettait de vivre et qui me permet de vivre aujourd'hui correctement. Mmh. Mais en fait, c'était le co-living, je me suis plus inscrit sur une vision long terme, plus patrimoniale, pour préparer ma sortie et ma retraite dans le futur. OK. Donc voilà, donc il faut avoir aussi cet esprit, il faut avoir cette double vision en fait pour bien appréhender ce qu'on veut faire. Après, il y a d'autres possibilités de faire du co-living. Là, je vous ai donné une vision plutôt long terme, mais il y a des personnes qui vont peut-être dire, bah voilà, j'ai une certaine trésorerie et c'est une autre solution qui peut être apportée également, c'est à dire j'achète la maison, je fais les travaux, je la mets en exploitation pendant 3 ans et après je la revends à un investisseur potentiel. Oui, c'est ce que j'allais Et te ça, c'est demander. quelque chose qu'on peut réaliser en marchand de biens. C'est ce que j'allais te demander, on va y revenir. Il y a eu pas mal de points intéressants et j'aimerais revenir d'abord sur cela, sur cette vision, éventuellement aller-retour sur un délai plus court. Merci pour tout ça, tu as donné énormément d'informations. C'est vraiment passionnant, c'est pour ça que j'ai pas souhaité t'interrompre, mais je vais quand même faire un petit focus sur, d'une part, les chiffres, la structuration. Donc oui, juste pour revenir un petit peu sur toutes ces informations que tu nous as données. Donc il y a déjà plusieurs choses d'un point de vue. Déjà, merci pour la transparence sur comment Patchwork fonctionne dans le cœur de Patchwork, comment c'est décliné. Avec, on voit bien donc on peut appeler ça une holding, un Patchwork qui va gérer, chapeauter un petit peu la gestion, le pilotage de chaque projet, qui sont eux encloisonnés individuellement dans des SCI vraiment individuels. Pour d'une part être en autonomie pour le fonctionnement, mais on voit bien aussi sur le côté financier, sur la structuration de l'opération. Donc grosso modo, si je dois résumer, des acquisitions entre 1,8 million, 2,5 millions, 500 à 800 000 de travaux, donc aller des projets globaux à 2,5 millions, 3 millions d'euros. 7 à 20 chambres avec un chiffre d'affaires environ 200 à 300 000 euros annuels en fonction des biens. Donc là, on est sur des rendements bruts, hormis les services, les coûts de fonctionnement, etc., à plus de 10%. On le voit bien. Et une structuration, donc une levée en fonds propres, et c'est là où j'imagine que les investisseurs se positionnent, donc de 20, peut-être demain, comme tu le dis, avec les taux, les conditions d'accès au crédit, etc., peut-être à 25 à 30% en fonds propres, donc levé à l'aide d'investisseurs privés. Et après, le reste, donc 70 à 80% financé par la banque aujourd'hui. Donc sur des projets comme ça, c'est plutôt intéressant. En plus, avec des financements qui sont sur 15 ans, avec une année de différé. Donc potentiellement,
une opération qui s'autofinance toute la vie du projet, plus ou moins. Et au bout de 15 ans, avec l'effet de levier bancaire, pour le coup, que ce soit et Patchwork et la SCI et les investisseurs retrouvent leur bille, et donc avec l'effet de levier bancaire, avec un enrichissement financier de à peu près 10% brut, donc après avec les charges d'exploitation, etc., il faut mettre en parallèle, mais donc dans 10 ou 15 ans, profite aussi de la valorisation réelle de l'actif sur une éventuelle revente. Donc c'est quand même assez intéressant, avec un concept ouais, qui est assez unique. En termes de rotation de locataires, de vacances locatives, je sais pas si tu as des chiffres ou d'expérience. Est-ce que ça tourne Oui, tout le oui. temps? Comment c'est géré? Est-ce que vous faites une annonce sur le Bon Coin? Est-ce qu'il y a une société de gestion derrière pour la location? Comment ça fonctionne? Mais comme ça, sur le papier, les chiffres, ça va très très vite. Mais pour ceux qui prennent le temps peut-être de réécouter un petit peu le passage et de mettre tout ça sur papier, c'est plutôt joli, quoi. Oui, alors pour répondre à ta question, nous, les maisons qu'on a actuellement, on est basé aux alentours de Fontainebleau. Mhm. Pourquoi Fontainebleau? Comme je vous ai dit, j'ai un associé qui était qui est architecte et qui a fait l'INSEAD. L'INSEAD, c'est l'école qu'il y a à Fontainebleau. Yes. Et rapidement, lui, donc du coup, il était dans le cœur du réacteur puisqu'il était étudiant pendant un an. Il a été confronté en fait réellement à différentes problématiques de devoir se loger, de trouver la maison, de devoir voilà. Donc il y a eu tout un panel qui a été compliqué pour lui et qui lui a servi d'expérience. Et il s'est dit, bah, vraiment, à aujourd'hui, il y a un vrai besoin, il y a une demande, sachant qu'aujourd'hui, l'INSEAD a en plus augmenté ses capacités d'étudiantes et que forcément, le marché n'a pas explosé de manière significative pour pouvoir répondre à la demande des locataires. Donc, du coup, on s'est positionné à aujourd'hui. Les maisons qu'on a, elles sont aux alentours de Fontainebleau pour répondre à une demande spécifique. Mais à aujourd'hui, on a des taux de remplissage quasi de 100%. Alors, quand je dis 100%, c'est 100% de l'année étudiante. C'est-à-dire qu'on va partir d'une année étudiante du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et on a les grandes vacances, juillet et août, où les maisons sont libres. Libre ne veut pas dire inoccupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte également que sur ce type de maison, bah, si vous êtes à l'occasion de voir, notamment la maison de Gretz, c'est une maison où on a réussi à faire 19 chambres, dont une en duplex studio, où il y a un couple qui peut y vivre, parce que du coup, c'est quand même des chambres qui font entre 20 à 25 mètres carrés. Là, on a un duplex qui fait plus de 55 mètres carrés, avec un parc de 8000 mètres carrés, avec bordure sur loin. Donc, du coup, ça permet d'ouvrir également sur les périodes de juillet et d'août. Donc, pour répondre à ta question vraiment de manière concrète, on va être une année scolaire de septembre jusqu'à juin, où on a des taux de remplissage de 100%, quasiment 100%. Et on a cet effet de levier qui n'est pas pris en compte sur les chiffres qu'on présente à la banque. Comme je vous ai dit, on partait sur 80% du 100%, donc c'est 80% de septembre à juin, pardon. Et du coup, il y a ce potentiel de développement où on sait qu'on est sur une zone de Fontainebleau qui est assez active, où il y a des randonneurs, il y a pas mal de demandes, de séminaires, des mariages, des baptêmes, bar mitzvah, enfin, voilà, tout ce qui est cousinade. Enfin voilà, il y a vraiment un marché qui permet aujourd'hui de répondre à ces besoins qui peuvent être et qui peuvent venir en plus bonifier les chiffres qui peuvent être introduits sur l'année. Donc voilà, les chiffres qu'on donne, c'est vraiment entre 8 et 10, 12, c'est vraiment sur l'année complète, sans compter les mois d'été où on a un effet de levier qui est significatif. En effet, là, je suis dessus sur la maison de Gretz, et ouais, c'est très très propre, avec des belles prestations également, ouais, spa, jacuzzi, tous les équipements, une belle et grande cuisine avec voilà, des grandes tables en bois vraiment atypiques. Un petit focus parce que tout à l'heure tu avais parlé de piscine alors cette maison avait une piscine justement, il y avait la piscine, le spa et jacuzzi, et du coup volontairement on a supprimé la piscine. Ok. Parce que très vite, donc là, c'est la partie jolie du co-living où on présente des chiffres, on répond à un besoin, etc. Mais il y a l'envers du décor. Ce qu'on te dit pas et ce que tu ne vois pas au quotidien. Tu parlais des fêtes tout à l'heure. Effectivement, c'est une des problématiques que tu peux rencontrer. Parce que du coup, c'est des maisons qui sont en plein centre-ville.
Quand tu as des maisons qui ont un potentiel comme celle-ci, on s'est très vite retrouvé à avoir des fêtes où il y avait 200 personnes. Les nuisances avec les voisins, une piscine avec le risque que ça peut entraîner entre un peu trop d'alcool, un peu trop de fêtes, etc. Donc nous, volontairement, on supprime la piscine. Donc là, on a fait un grand espace avec des salons marocains. On a gardé le spa. C'est sur les photos que tu verras. L'estrade que tu as en bois, en fait, c'est la piscine qui est recouverte et on l'a volontairement supprimée pour limiter les risques et au niveau des assurances parce que du coup, c'est des jeunes, ils aiment faire la fête, on répond à des besoins et donc du coup, bah, ça va beaucoup plus loin en termes de responsabilité également qu'on pourrait avoir en termes d'assurance et autres. Ouais, ça se comprend. C'est vrai que sur des volumes importants comme cela, avec une capacité sur la maison, sur l'extérieur, on a vite fait en effet d'accueillir beaucoup de monde. Ça s'entend très très bien. Encore une fois, je pense que c'est adapté en fonction de chaque typologie, chaque business, mais très 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 intéressant. En tout cas, merci pareil encore une fois pour cette transparence et de dire que en effet, il y a quand même de la gestion. Ça demande autre chose. C'est pas de la location nue. Il y a toute une gestion derrière et donc maintenant, j'imagine, votre savoir-faire pour voilà, articuler, organiser tout ça. En termes de gestion locative, justement, comment ça se passe? Vous faites appel aux agences locales ou vous avez une agence en particulier? Non, on gère tout en interne. Jusqu'à aujourd'hui, on gère tout. Donc, on a 60 locataires, donc on les gère. Au niveau des locations, bah, comme il y a le site internet on est référencé au niveau de l'INSEAD et le bouche à oreille fonctionne aussi très bien puisque quand on voit les maisons avec les qualités de service qui sont proposées, bon, le travail se fait tout seul. On n'a pas beaucoup à aller courir et à aller chercher pour remplir les maisons. En plus, là, avec ils ont ouvert un nouveau master, un MIM supplémentaire. Il y a 500 étudiants supplémentaires qui viennent d'arriver. Alors, du coup, l'INSEAD, c'est plutôt des gens contre 28 et 35 ans qui reprennent un peu leurs études. Les financements sont opérés par les entreprises ou ils se les payent eux-mêmes. Donc, voilà, du coup, ça limite un petit peu. Là, les plus jeunes, c'est pour ça que je pense qu'on est en train de travailler aussi sur une nouvelle offre avec des prestations ou des maisons qui vont être peut-être moins high-tech, mais qui vont répondre à des besoins plus spécifiques sur des M1 ou M2 où ça ne va pas être les mêmes revenus non plus, parce que du coup, la prise en charge ne va pas être prise par une entreprise, mais par contre par eux-mêmes qui vont devoir les payer. Donc du coup, on est en train de voir un petit peu les différentes offres. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux décliner le co-living donc en période de la vie et sur chaque niveau de vie, tu peux le décliner de différentes manières. C'est-à-dire qu'après, tu peux répondre à voilà, des problématiques de loyer. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir mettre plus, d'autres qui vont pouvoir en mettre moins. Donc après, à nous de faire des arbitrages, ce qui nous coûte le plus ou ce qui nous coûte le moins, et pour pouvoir avoir des prestations toujours un petit peu supérieures, mais plus adaptées aux revenus des loyers que les gens peuvent payer. Tu vois, donc c'est ça aussi le co-living, ça nous laisse cette flexibilité de pouvoir soit monter en gamme ou soit de la diminuer un petit peu, toujours en respectant une notion de service et de prestation de qualité, mais de pouvoir s'adapter à la demande. Et en fait, c'est pour ça que le jeu de l'offre et de la demande s'adapte très facilement en fait, parce que du coup, on peut le décliner de tant de manières et du coup répondre à autant de personnes et autant de besoins qui est généré par la nécessité de se loger en fait. Ouais, super intéressant. Et puis en même temps, on voit là sur les photos, je vois la qualité des photos, des travaux réalisés. Et ça, donc c'est plus la partie de ton associé qui était architecte avec le suivi des travaux. Est-ce que vous avez déjà valorisé les maisons après travaux ou déjà peut-être même déjà revendues pour voir, parce que tu parles d'acquisition encore une fois environ 2 millions, des travaux environ 500, 800 000, donc allez, 2 millions 5, 3 millions. Est-ce que vous avez déjà fait pas des exits, mais des ventes hein, simplement, ou au moins des valorisations et comment tu envisages, deuxième question, comment tu envisages justement une vente? Parce qu'il y a le bien qui est placé, qui a été revu, mais il y a aussi un business à l'intérieur qui tourne, donc tu parlais éventuellement de céder des parts, etc. Mais s'il y a une des maisons en particulier qui doit sortir, une des SCI, comment tu envisages tout ça? Est-ce que tu as déjà valorisé? Quelle valorisation? Et comment tu estimes et que tu juges ton business derrière pour l'associer avec? Oui, on s'est déjà posé la question, on a fait l'exercice parce que comme je t'ai expliqué, donc il y a le travail de restructuration, d'opération, d'acquisition, recherche du foncier, enfin recherche de la maison, tout le travail qui est fait en amont, les travaux qui sont réalisés. Et après, vu qu'il y a la partie exploitation, puisqu'on gère nous-mêmes l'exploitation, donc du coup, même si on ne peut pas considérer ça comme un fonds de commerce, Ben oui. je te fais le parallèle, ça va être entre les murs et le fond.
Donc du coup, le fonds, on pourrait dire que c'est la valeur ajoutée que nous, Patchwork, on a apportée à cette opération-là. Donc nous, quand on fait des présentations à la banque, on a fait des simulations. Alors comme je te dis, les maisons qu'on a acquises, ça fait déjà 4 ans pour la plus ancienne elle est en train de tourner. La dernière, on l'a acquis l'année dernière. Bon, on commence à voir un petit peu les prix. Il y a des, alors comme je vous dis, c'est quand même le co-living est quand même assez récent. Donc du coup, au début, là, on s'est confronté au refus des banques parce que les banques ne savaient pas ce que c'était le co-living. Donc Ouais, c'est pas ouais. un hôtel, c'est pas, enfin c'est où on le situe. C'est vraiment important il y a tout un travail pédagogique à faire en amont. Et puis après, de la même manière, quand on va voir une agence immobilière, bah, que tu vends une maison nue, que ce soit une propriété que tu vas vendre à une personne lambda ou que tu vas vendre à Patchwork et pour pouvoir la décliner en co-living, forcément, il n'y a plus la même valorisation comme tu l'as fortement justifié. Donc, il a fallu on a fait un travail de recherche, de valorisation de par mon expérience dans le domaine bancaire. Pour le coup, là, ça m'a vraiment servi avec les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir au cours de ma carrière et les connaissances que j'ai pu avoir. On a réussi à sortir un taux de rendement plus ou moins de 7%. Donc, du Mhm. coup, en calculant, c'est la marge qu'on pourrait apporter nous, qu'on a valorisé en tant que tel, si jamais on devait le vendre. Donc, on ne le vendrait pas au prix immobilier, mais on le vendrait au prix immobilier plus la valeur ajoutée que nous-mêmes aurions apporté dans cette opération-là. Donc, du coup, voilà, ça peut monter très vite. Enfin, ça monte très vite. C'est-à-dire que sur une opération que tu vas sortir on va dire à 2,8 millions, grosso modo, c'est une opération que tu peux sortir entre 3,5 millions et 3,8 millions. D'accord, donc si je dois synthétiser, grosso modo, tu te bases par rapport au rendement effectif de par le business que tu as créé et que ça tourne, etc. Donc aujourd'hui, si tu as un rendement, allez, disons à 10%, sur une base de 3 millions tout compris, tu as ton rendement à 10%, tu vas pas la revendre 3 millions, mais tu vas la revendre 3 millions 5 ou 4 millions, ce qui ferait que par rapport au chiffre d'affaires et même in fine carrément aux bénéfices que tu tires, sur une valorisation à 4 millions, la personne en face tirerait un rendement de 7%. Tu Exactement. fais la valorisation comme ça. C'est super intéressant, je te pose la question là parce que ça va intéresser peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, alors, qu'elles fassent du co-living, de la colocation ou peut-être même de la location courte durée, ce que je fais à titre personnel. Et justement, directement, là, en ce moment, je suis en train de voir, je me pose la question de revendre tout un immeuble que j'ai exploité, que j'ai développé en courte durée. Donc, bah, c'est très très simple, hein, la valorisation de l'immeuble, le Poitiers, le prix au mètre carré dans le secteur, etc. Bon, l'immeuble est un peu atypique, machin, valorisé plus ou moins. Mais par contre, je veux pas m'arrêter là parce qu'en effet, j'ai développé ce business de courte durée. Il y a des chiffres, ça superforme en termes de locatif et depuis de nombreuses années et pas depuis 3 jours. Donc il y a quand même un track record derrière. Et donc ça, comment le valoriser? Parce que comme tu le dis, c'est pas un fonds de commerce, c'est particulier, c'est assez récent. Et donc voilà, donc tu te bases sur ce truc avec ces 7% et c'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'ai fait pour rien te cacher. J'ai même mis une annonce sur le Bon Coin là dernièrement là en direct pour déjà sonder le marché un petit peu, voir s'il y a un attrait par rapport, c'est plus au business, mais je me suis fixé justement sur cette base des 7%. Donc c'est assez rigolo ce que tu me dis. Et ce qui fait en réalité un upgrade dans mon cas d'une valo facilement de 10 à 15% par rapport au prix actuel du marché. Donc, par rapport à l'acquisition d'il y a 5 ans, c'est encore bien au-delà, mais on est dans ces chiffres-là. Ouais, et puis c'est vraiment ta valeur ajoutée que tu apportes. C'est ta valeur ajoutée, en fait, c'est le fruit de ton travail. Donc, du coup, c'est tout à fait normal qu'on le valorise et que ça ait une répercussion sur ton prix de vente au final. Parce que du coup, c'est le travail que tu as engendré de développement, peut-être de site internet, peut-être Exactement. de temps. C'est des choses qu'on n'arrive pas à quantifier forcément, mais c'est du temps qu'on a passé dedans. Donc, du coup, bah, tout ça, il faut le monétiser. Pardon. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'exercice le plus simple à faire. Nous, on est parti sur un chiffre de 7%, mais du coup, sachant qu'on est, je pense, en deçà de ce qu'on pourrait faire. En étant vraiment allez scénario bas, être sécure, etc. Parce que oui, c'est sûr que sur la région parisienne, je ne connais pas le marché hein, enfin, parisien ou alors même petite et grande couronne, mais on entend souvent beaucoup plus du patrimonial avec des rendements beaucoup moindres que ça, quoi. Donc oui, c'est intéressant. Euh, côté investisseur, donc on a bien compris, voilà, quelqu'un qui souhaiterait lancer, développer un co-living
voilà, dans son coin, en société, en province ou ailleurs. On a bien compris les concepts, mais quelqu'un qui souhaiterait éventuellement investir avec vous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez tout de suite maintenant déjà des biens dans les tuyaux, ou comment ça se passe pour l'investisseur? Donc tu parles d'un délai de 15 ans. Donc quelqu'un rentre dans la SCI, donc l'apport en fonds propres de 20 à 30% grosso modo, et rentre dans la SCI pour les 15 ans. Ça se passe comment derrière? C'est un contrat, c'est des parts de la SCI, c'est des obligations qui sont émises, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Ce que vous proposez? Alors du coup, bah, on est vraiment actionnaire sur la structure. Vraiment, donc du coup, chacun est investi au pourcentage des Mm. fonds qui sont apportés dans l'opération. Et il y a un pacte d'associés qui est signé dès le début. On a un autre associé également qui est dans la structure qui est avocat spécialisé en immobilier. Donc du Mhm. coup, on est épaulé sur cette partie-là, on va dire juridique, euh, où on va rédiger un contrat qui va déterminer les lignes parce que bon, on sait qu'on part sur du 15 ans parce que le projet est ficelé sur du 15 ans, mais il y a quand même des modalités de sortie. On sait très bien qu'il y a des aléas qui font que forcément, des fois, les opérations ne vont pas. Non pas que l'opération en elle-même ne soit pas bonne, mais ce que je veux dire, c'est qu'arrive un moment, il y a des aléas de la vie qui font qu'un associé doit sortir. Bah, tout ça est prévu dans un contrat cadre et même les modalités de sortie au bout de 7 ans, comment on détermine le prix de la valorisation en fonction d'eux. Et voilà, il y a tout un cahier des charges qui est bien fixé et les parties le signent comme un accord pour déterminer. On a coutume de dire quand une opération se passe bien, tout va très bien. Mais généralement, c'est pas quand tout va bien qu'il y a un problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va déraper d'une manière ou d'une autre, ou peu importe la raison d'ailleurs, mais c'est là qu'on se rend compte que les relations vont s'entendre et que plus c'est clair et mieux c'est matérialisé, plus les choses se font facilement. Ouais, bien sûr, en effet, ouais, sur des temps comme ça assez longs, des engagements potentiellement sur 15 ans, en effet, donc on a bien compris, la personne rentre est directement associée, donc c'est quand même un engagement long terme, mais ce qui lui permet Sur d'avoir la vrai. SCI. Oui, oui, bien sûr, dans la SCI, on a bien compris. Dans la SCI, qui détient une maison, en l'occurrence cible, donc va s'investir par rapport à un projet donné. Vous faites une acquisition à Fontainebleau, une nouvelle demain, une belle maison, etc. Ça sera la SCI euh, qui portera peut-être le nom de cette maison, j'en sais rien. Donc la personne souhaite rentrer dedans, a compris le principe, donc rentre associé de cette SCI. À côté de ça, donc il y a les statuts de la société. Vous mettez en place un pacte d'associés. Est-ce que tu peux définir en 2 secondes? Mais grosso modo, c'est des statuts, on va dire, élargis. C'est un contrat moral entre chaque associé pour définir un peu plus finement sur des opérations de sortie, etc. Je vais te prendre un exemple tout simple, hein. Quelqu'un dans 10 ans, bah, il y a un décès. Je suis investisseur dans ta SCI, je décède. Ce sont les héritiers. La part revient à mes héritiers, mais potentiellement ne souhaitent pas, eux, rentrer dedans et récolter les fruits, comment ça se répartit, etc. etc. En gros, c'est ça qui est défini en amont dans le pacte d'associés. Tu peux en dire un peu plus? Exactement, c'est tout à fait ça. On souligne les différents points d'accrochage qu'il pourrait y avoir. Et effectivement, on dit, bah voilà, si jamais un des associés vient à décéder, c'est les ayants droit. Si c'est pas les ayants droit, si les ayants droit ne veulent pas, ils veulent sortir de l'opération, bon, on détermine le prix. Tout est prédéterminé, on détermine le prix des parts sociales de la SCI pour le coup. Donc du coup, tout ça comment dire, tout ça est prévu dans le pacte d'associés. En fait, Oui. c'est les éléments qui font que même voilà, on dit bon, on part sur 15 ans, mais toi et moi, on part sur une opération sur 15 ans. Au bout de 7 ans, on se rend compte que l'opération est très lucrative et qu'on c'est le moment de le vendre. Bah voilà, c'est prévu. Au bout des 7 ans, on se dit bah voilà, on vend. Les modalités de sortie sont prévues de temps en temps par rapport à ce que tu as apporté. Enfin voilà, tout ça est prévu dans ce contrat cadre. Ouais, donc quelque chose de très réglementé, très régi, très carré pour sécuriser d'une part l'investissement et sécuriser les investisseurs et éliminer toutes les éventuelles mauvaises surprises qu'on peut avoir comme ça sur une opération plutôt long-termiste. Ouais. Ouais, ouais, très clair. Et le fait qu'on soit accompagné justement par cet avocat qui est spécialisé en immobilier, qui rédige les contrats pour nous laisse toute la souplesse. C'est-à-dire que tu peux imaginer tous les cas de figure et c'est pas un contrat qui est fixe où on ne négocie rien, etc. Voilà. Après, ça fait partie de la négociation, ça fait partie d'un pacte d'associés. Donc, à partir du moment où deux associés se mettent autour de la table et discutent, ils se mettent d'accord sur les différents points
d'accord ou de désaccord. Le but, c'est de trouver un accord au final et de l'adapter le plus fidèlement possible et que chaque associé se sente concerné par l'opération, mais surtout considéré à sa juste valeur. C'est pas juste un associé sleeping partner qui va mettre des fonds dans une opération, c'est quelqu'un qui va faire partie intégrante des décisions qui vont être prises dans la SCI. Ouais, ouais, très très bien, ouais. Et puis ça permet, ouais, voilà, comme ça, de mettre les ressources à disposition de chacun et faire tourner la force du cerveau collectif, en effet, le cas échéant. Ouais, ouais, ouais. Vous avez combien d'associés à travers les différentes maisons et donc les différentes structures que vous avez? Ouais, alors concrètement, on a 3 maisons qui sont en propre, Ok, c'est-à-dire que Patchwork Holding, mes associés et moi tenons en direct, et on a 2 maisons sur lesquelles on a fait rentrer un associé chacun sur chaque structure. ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, donc un niveau d'associé assez faible dans le sens où ça s'explique avec le faible volume au final qui est ouvert, hein, vu que vous faites essentiellement avec du financement bancaire jusqu'à aujourd'hui 80%. Donc, ouais, ouais, ouais. Exactement. Et puis par souci de simplification aussi, parce que du coup, on va privilégier un seul associé dans une SCI pour limiter les intervenants et justement les problématiques qu'on pourrait avoir. Quand tu as deux personnes qui se mettent face en face, c'est beaucoup plus simple à gérer. Quand on est trois ou quatre, c'est tout de suite plus compliqué à trouver un terrain d'entente. Donc c'est vrai qu'on trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir un associé qui apporte les fonds propres. On se met d'accord sur les modalités et on voit comment on travaille ensemble. Mais c'est pour ça que c'est important de scinder les projets et voilà, pour limiter les intervenants. Dès qu'on commence à être 2, 3, 4, 5, je pense que ça devient vite ingérable et ça peut être source de conflits et de problèmes. Et indépendamment de ça, de perte d'efficience aussi, tu vois, ça dilue pour tout le monde et je pense qu'après l'intérêt peut-être est moins intéressant que quand on a un seul et même interlocuteur. Ouais, grosso modo 20-25%, mais on va partir sur la base des 20% sur un projet global à 300 millions, donc de fonds propres. Donc grosso modo, ça vous fait Non, lever pas 300 millions. de 3 millions, Pas pardon. encore 300 millions. Pas encore 300 millions. J'aimerais bien. Non, non, on va trop vite. 20% de 3 millions, pardon, en fonds propres, donc grosso modo 600 000 euros à lever. Prenons simple, une opération on a 2 millions, tu dois apporter 500 000, tu dois apporter 500 000 sur Oui, l'opération pour la faire tourner. Sur les deux maisons qu'on a eues, chaque investisseur a apporté 500 000 euros. donc là c'est pareil, donc les investisseurs, c'est une cible quand même particulière, c'est pas monsieur, madame tout le monde qui va faire qui a l'habitude de placer sur du crowdfunding immobilier à 6, 7, 8% à partir de 1000 euros. Non, c'est un autre produit, ça répond à une autre problématique et ça répond à, et comme en introduction, c'est ce que j'ai dit, moi je travaille uniquement avec les professionnels de l'immobilier. Donc du coup, c'est vraiment des gens qui sont férus, qui ont l'habitude de fonctionner comme ça et qui ont effectivement, c'est pas monsieur et madame Michel qui ont 20 000 euros d'épargne et qui veulent faire un investissement. Ouais, Effectivement, ça, il y a comme tu l'as dit, des plateformes de crowdfunding qui le font très bien, etc. Nous, c'est pas notre domaine d'intervention. Pourquoi? Parce qu'on est une petite équipe, on est une équipe de 4 personnes. Et quand tu dois faire la prospection, quand tu dois faire tout l'administratif, quand tu dois faire le suivi des chantiers, des travaux, et en plus la location derrière, bah, à 4, tu te rends compte que déjà, quand tu as 60 baux, alors même si on a automatisé beaucoup de choses, bien on ne peut sûr. pas se permettre de gérer au fil de l'eau, d'avoir une cinquantaine d'investisseurs. C'est impossible à gérer. Enfin, voilà. Donc nous, on privilégie la qualité à la quantité. Pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai pas répondu si on avait des maisons sous le coude, etc. Oui, on a toujours une ou deux maisons sur lesquelles on a des vues et qu'on est toujours en recherche active pour développer deux maisons. On essaye de développer deux maisons simultanément, rarement plus parce que du coup, comme je te dis, on privilégie la qualité et c'est mon associé qui est architecte qui vraiment est sur place avec les suivis de chantier. On travaille une équipe d'entreprise générale qui a un cahier des charges bien défini. Donc, quand vous irez voir sur le site internet, on a vraiment toutes les chambres sont identiques
sur le concept, mais Mm. adapté en fonction de notre cahier des charges. Donc, il faut, il y a un code couleur, il y a des normes à respecter, etc., pour qu'on ait bien identifié la marque Patchwork. Et donc, du coup, quand tu as déjà 2 maisons à gérer en suivi de travaux, c'est énormément de travail. Donc, du coup, voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a toujours 1, 2 maisons d'avance pour pouvoir développer notre activité, mais qu'on préfère le quantitatif à le qualitatif. On pourrait dire, ouais, 5 maisons en 3 ans et demi, 4 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, oui, mais c'est beaucoup à la fois. C'est-à-dire que c'est des produits, quand Ouais. même, une fois terminés, c'est quand même 3 millions, 3,5 millions Ouais, à bien sûr, ouais. l'unité. Bon, c'est quand même, ça commence, quand tu cumules, ça commence à faire quand même un portefeuille qui est intéressant. Et c'est énormément de travail. Tout à l'heure, tu l'as souligné, c'est vraiment un travail de longue haleine où on ne va pas quantifier notre temps qu'on va passer pour chercher une maison. Pour une maison qu'on va sélectionner, on va en visiter 15 parce qu'il y a un cahier des charges qui va faire que soit elle n'est pas bien placée, soit les murs porteurs sont pas bien positionnés, on va pas pouvoir la restructurer comme on veut. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font Mhm. que sur les 15 maisons qu'on va sélectionner, on va en retenir qu'une. Et tout ça, c'est du temps en fait qui est investi dans le projet dès le début. Alors effectivement, on le voit pas quand tu viens en tant qu'investisseur, que la maison est sélectionnée, qu'on a déjà le prêt qui est accordé auprès de la banque. Tout ça, c'est du travail que tu vois pas, mais c'est du travail qui est lourd en fait à faire et qui se quantifie au final, quoi. Ouais, bien sûr, et puis qui permet de valoriser aussi l'opération, Tout hein, à parce que fait. ça permet d'offrir l'effet de levier bancaire à l'investisseur sur un plateau. Que oui, oui, en effet, et puis en termes de boulot, oui, oui, bien sûr. Et concernant le nombre de lots, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. 5, 6, 7 maisons, enfin, c'est pas 5, 6, 7 qu'il faut retenir, c'est quel est le patrimoine derrière. Voilà, tu fais 6 fois 3, 18. Allez, t'es valorisé en net, en propre, enfin, en net, c'est à crédit, mais sans valorisation supérieure supplémentaire prise en compte en acquisition, grosso modo à 15 millions aujourd'hui. Bon, ben, je pense que ça peut faire un sacré nombre de studios au fin fond de la Creuse ou de la Dordogne. Donc on pourrait dire, ouais, j'ai 300 lots, ouais, très bien, mais ouais, c'est pareil en fait. Enfin, donc là-dessus, c'est pas le nombre de lots, c'est la qualité, etc. Et puis après, enfin, tout se respecte, il n'y a pas de jugement de valeur aucun, bien au contraire, mais ouais, ouais, on comprend bien le concept. Euh, Écoute, mille merci pour tout ça. Je pense qu'on a quand même bien dégrossi le concept du co-living. En tout cas, ça m'a donné aussi plein d'idées. Je pense que ça peut être un modèle aussi très bien adapté, que ce soit dans les grandes métropoles, en périphérie des grandes métropoles, mais aussi en province. Il y a pas mal de choses à voir, à faire et qui sont accessibles. Tu parlais de petits pavillons, etc. Même si c'est encore autre chose par rapport à ce que vous proposez, il y a moyen de vraiment s'amuser. Est-ce que tu as des choses qu'on n'aurait pas abordées sur le co-living aujourd'hui que tu souhaiterais rajouter, Stéphane? Juste faire un petit point, on va dire, euh, sur le droit, en fait. Ouais. Je pense que c'est important parce que s'il y a des personnes qui veulent se lancer, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette au niveau législatif. Je pense que c'est important de le revenir. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, on n'est ni hôtellerie, on n'est ni particulier, on n'est ni entreprise. Enfin voilà, il y a encore un flou juridique qui entoure toute cette activité. On se rend compte aujourd'hui, alors de par notre expérience sur le terrain au quotidien, c'est que les mairies, autant elles étaient très enclins et très ouvertes à ce type de projet, Mmh. aujourd'hui, elles sont de plus en plus réfractaires. Pourquoi elles sont réfractaires? Il y a plusieurs raisons. Le fait qu'il y a un trou dans la raquette, donc on dit qu'il y a une niche avec un potentiel revenu euh, qui pourrait être généré pour les collectivités qui n'est pas répercuté à aujourd'hui. Et deuxièmement, on se rend compte qu'il y a quand même la partie est jolie, c'est bien, mais quand tu as une vingtaine de personnes qui vivent dans une grande maison en plein centre-ville, ça génère des nuisances. Donc du coup, et on se rend compte que nous, étant donné qu'on a fait juste des aménagements intérieurs, donc on n'a aucune autorisation administrative, tu n'as pas de PC, Mmh mh. tu rajoutes pas un compteur d'eau, enfin je veux dire, tu fais des travaux d'aménagement, donc tu réaménages simplement. Donc il n'y a pas d'autorisation administrative à demander. Et aujourd'hui, on se rend compte que les mairies,
notre expérience commence à remuer sous le fait de la pression des riverains, etc., d'essayer de mettre des bâtons dans les roues en disant est-ce que vous avez répondu aux normes de personnalité, de personnes à mobilité réduite? Est-ce que vous respectez les normes d'incendie? Enfin, alors que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas à justifier puisqu'on n'est pas, on ne reçoit pas de public en fait, Bien puisqu'on a un sûr. seul compteur d'eau. On vient nous chercher sur des places de parking supplémentaires. On dit, mais on n'a pas de place de parking supplémentaire à donner. Il n'y a qu'une maison avec un compteur d'eau et un compteur électrique. Donc, du coup, c'est une maison, effectivement, qui est partagée, où il y a des personnes qui vivent dedans. Mais alors, donc, il y a eu déjà des cas qui ont été jugés, notamment à Bordeaux, où la mairie a attaqué certains coliveurs en disant qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et au final, le tribunal a tranché en disant, si, ils peuvent le faire, étant donné que ce ne sont pas des studios indépendants dans lesquels ils peuvent vivre en toute autonomie. C'est-à-dire que effectivement, tu n'as pas de boîte aux lettres individuelle, puisque c'est la maison qui reçoit le courrier. Tu n'as pas une salle de bain, tu n'as pas une cuisine dans chaque studio, puisque du coup, tu as la cuisine qui est partagée. Donc, du coup, tu n'as pas un compteur qui est divisé, tu as un compteur unique et c'est inclus dans ton loyer. Donc, du coup, c'est plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a un flou juridique. Ils essayent de venir nous chercher. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas. Après, on a rencontré le même cas sur les Airbnb, où ils ont limité le nombre de nuitées. Enfin, ils ont essayé d'aller chercher de l'argent supplémentaire où il y avait de l'argent, puisque c'est des niches qui fonctionnaient, qui étaient porteuses. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Demain, je ne peux pas vous certifier que le mode de fonctionnement sera totalement identique. Il y aura peut-être des aménagements à faire. Alors moi, dès le début, j'avais un peu senti les choses. Donc chaque maison qu'on a mis, on a une chambre destinée aux personnes à mobilité réduite. Justement, si on vient nous chercher, qui peut le plus, nous peut le moins, une personne valide peut utiliser une chambre qui est aménagée pour une personne à mobilité réduite. L'inverse n'est pas vrai. Donc on a commencé à inclure dans nos maisons une chambre. Donc toujours, c'est pour ça que c'est important aussi cette activité est passionnante, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'adapter et avoir un coup d'avance pour pouvoir justement contourner et justifier de dire voilà, effectivement, on n'a pas respecté les normes incendie, mais on a des détecteurs de fumée dans chaque pièce. Pour limiter le bruit, on a installé des détecteurs sonores qui coupent l'électricité pendant 5 minutes à partir du moment où il y a un nombre de décibels. Donc voilà, on a apporté et après ça fait partie de chacun d'avoir justement cette ingéniosité pour pouvoir anticiper des besoins futurs. Et bon, c'est intéressant, on pourra encore en parler beaucoup, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi, qu'il y a un flou juridique. Aujourd'hui, on est dans le flou, donc on s'en sert, on en profite. La loi pourra être changée peut-être d'ici 5 ans. C'est vrai que en termes de législation, ça prend beaucoup de temps, mais ça sera certainement pas rétroactif. Donc ce qui est fait aujourd'hui ne pourra pas être modifié sur les futures lois si jamais elle devait être modifiée. Donc c'est important aussi de l'avoir aussi en tête que c'était le moment de le faire et pas attendre trop longtemps parce que du coup on ne sait pas à quelle sauce on pourrait être mangé éventuellement, quoi. Merci pour cet éclairage. Et en effet, oui, encore une fois, parce que sur le podcast, on en parle librement et de façon assez facile, parce que je reçois comme toi des invités passionnés dans leur domaine. Et donc, à écouter, c'est toujours... on a peut-être des fois l'impression que c'est simple, c'est facile, etc. Mais il y a tout l'envers du décor. Et donc, merci pour ça. En effet, à l'image de la colocation, il y a qu'un seul compteur, etc. Pourtant, il y a trois habitants dedans, avec des baux individuels, etc., etc. Et donc, ça facilite la mise en œuvre. Et en effet, il n'y a pas besoin de demande de permis de construire, comme tu l'as dit. Si c'est pour créer une troisième, une quatrième chambre à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs compteurs. Il n'y a pas besoin de créer de division, etc. de l'eau. Donc, oui, du moment que tu réponds et que tu offres un service. Et après, tu vois, ton expérience et d'entendre le cas de Bordeaux, j'avais pas eu connaissance. Je trouve ça après malheureux. J'ai absolument pas tous les tenants, les aboutissants, bien sûr. Mais de voir quand même des collectivités comme ça qui viennent chercher des poux, c'est un peu à l'image un petit peu de la courte durée, du Airbnb bashing qu'on voit en ce moment.
exactement. où ça répond quand même à un réel besoin. Ils sont bien contents de retrouver les communes, les taxes de séjour, par exemple, etc. Donc, il y a du Airbnb bashing sous fond d'hypocrisie sur certaines formes, euh, où la question de la division, il faut mettre en place les places de stationnement, où ça peut être très, très justifié dans certaines communes, mais dans d'autres communes où il y a quand même une carence de logement, le fait de faire une division répond à une problématique identifiée de la commune, mais vont mettre des bâtons dans les roues sous couvert de la non-création de places de parking, alors qu'il y a un parking public qui est tout le temps vide juste en face, par exemple, la rue. Et donc, c'est pas forcément adapté à la situation. Stéphane, j'aime bien poser à mon invité du jour deux questions en particulier. Savoir si, donc on a bien compris, passionné de l'immobilier, est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles Patchwork ou toi-même, hein, surtout toi-même, investis à titre personnel, indépendamment de l'immobilier et de ta société? Alors, pour répondre à ta question, de par mon actif et mon passif, je suis très banquier, donc je suis très terre à terre. J'ai fait 20 ans de banque, donc je suis vraiment un vrai banquier. Même si je suis passionné par l'immobilier, les chiffres pour moi, c'est quelque chose qui est important. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui investissent sur la crypto, il y en a beaucoup qui investissent sur d'autres secteurs un petit peu. Mais après, je vais peut-être t'attrister, mais moi, je suis vraiment un banquier de base. Donc, c'est vraiment de la monnaie sonnant et trébuchant. Et quand c'est pas sonnant et trébuchant, c'est dans de la pierre. Ok, et donc dans... Non, super, super intéressant. Et puis avec ton œil justement, avec ton passif de banquier, donc investir dans la monnaie sonnante et trébuchante, par exemple, est-ce que tu es exposé sur les marchés financiers? Exactement, je suis plus sur cette typologie. Voilà, bah, effectivement, j'ai les différents comptes sur livret, j'ai un PEA, et après, voilà, oui, c'est plutôt sur l'or, sur ce genre Mhm. de choses, sur des valeurs refuges, surtout actuellement, compte tenu de la conjoncture économique et de l'incertitude. Voilà, mon passif de banquier fait que je suis vraiment, si j'avais un bas de laine, je pourrais le mettre sous le matelas, mais voilà, donc on essaie d'être intelligent et de faire les choses intelligentes sans prendre trop de risques. Et voilà pourquoi je suis plutôt Ouais. sur cette typologie d'actifs. Et sachant que l'immobilier, pour moi, c'est vraiment un métier que je fais par passion. Et que du coup, c'est quelque chose que je développe de par mon activité parisienne et ma vie parisienne avec mes clients sur Paris et que je tente de développer actuellement au Mexique également par d'autres biais. Ok, une autre question que j'aime bien, c'est savoir si tu as une philosophie de vie, un mantra, une citation que tu aimes soit te répéter à toi-même, soit répéter, partager à tes proches, et que tu voudrais nous faire part là sur le podcast de la bonne fortune. Alors, je vais vous faire rire. Oui, j'ai une philosophie de vie, en fait, qui tient, on va dire, d'une devise de la famille de ma grand-mère, et que j'adore parce que du coup, je trouve que ça représente vraiment la personne que tu peux être. Et en fait, c'est qui s'y frotte s'y pique. Et alors, c'est valable pour différents secteur. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment stimulant, c'est-à-dire que tu peux y aller. Donc, j'ai ce caractère fonceur de vouloir entreprendre et faire les choses tout en respectant tout à chacun. Mais effectivement, on peut s'y piquer si jamais on s'y frotte trop. Le message est passé. Merci, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup pour le moment passé ensemble. C'est passionnant, je pourrais rester encore des heures à échanger avec toi sur ces domaines. Du co-living, on a parlé aussi de l'ingénierie financière derrière. Tu as été vraiment transparent sur un petit peu les montages, voir un petit peu l'articulation. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'éveiller un petit peu les consciences et donner des idées à celles et ceux qui nous écoutent aussi aujourd'hui, que ce soit sur la typologie du business, mais aussi comment les structurer. Donc c'est cool. Merci pour tout ça. Et Stéphane, je te laisse avec grand, grand plaisir le mot de la fin pour conclure cette belle émission. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience et puis ma passion. Je reviens dessus sur l'immobilier. C'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Je le fais d'une manière un peu plus, on va dire, je vais pas dire propre. Il y en a qui font de la chirurgie propre, il y en a qui font de la chirurgie et de la chirurgie propre. Moi, je fais de l'immobilier propre parce que c'est vrai que je mets pas les mains dans le cambouis, je sais pas planter un clou et la vérité, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je suis heureux de baigner
et de continuer de baigner dans l'immobilier. J'ai grandi dedans. Alors, du coup, mes parents et grands-parents étaient plus dans les opérations de marchand de biens, d'acheter des maisons, de les retaper pour les revendre et dans cette optique-là. Et j'ai toujours, donc du coup, j'ai cette culture de l'immobilier, même si j'ai réussi à le faire de manière différente. Et en fait, c'est ce qui m'anime. Et en fait, je suis très content de partager avec vous cette passion, par différents biais. Je vous ai exposé mes deux structures, ma structure Lujo de conseil, ma structure plus, on va dire, entrepreneuriale avec Patchwork. Et voilà, j'ai toujours plaisir de partager ces moments et de dire que tout est possible et qu'à partir du moment où on a l'envie et qu'on a la passion, je pense que, je ne sais pas si ça peut nous permettre d'aller loin, mais au moins d'aller là où on veut. Et aujourd'hui, je suis au Mexique et je suis très heureux. Super, merci. On entend cette passion en tout cas qui vient de chez toi, Stéphane. Encore une fois, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, donc le site patchwork.me pour voir sur tout le co-living, les maisons, un petit peu le business autour de tout ça. Lujo Conseil, ta société aussi de conseil, d'accompagnement. Et celles et ceux qui souhaiteraient prolonger cette discussion avec toi, ils peuvent te retrouver où, sur LinkedIn principalement, ou tu as un autre réseau où tu communiques? Sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn, ouais, tout à fait. Et puis après, tu peux mettre mon mail pro aussi, si tu veux, sur le lien. Yes. Ils peuvent me contacter directement par mail, avec grand plaisir. Écoute, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Merci encore, 1000 fois merci Stéphane. Merci à toutes et à tous d'être toujours plus en plus nombreuses à écouter et à partager le podcast de la bonne fortune. C'est un plaisir et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Et un grand merci Stéphane pour cet échange. Moi j'adore ta vision de la flèche de la vie, c'est vraiment inspirant. Et en tout cas, ce partage nous offre un super éclairage sur tout l'univers du coworking qui, on l'a vu, offre énormément de possibilités. Et merci à vous tous et à vous toutes qui avez écouté cette émission. Comme j'aime à le dire, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous faites partie de la Dream Team du podcast de la bonne fortune. Alors merci pour votre fidélité. Et après plus d'1 heure d'émission, si ce n'est pas encore fait, je vous demande de prendre quelques secondes afin de laisser un joli avis et commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment très précieux et ça aide ce podcast à être diffusé au plus grand nombre. Alors merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent. Moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et quant à moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission de la bonne fortune. Ciao.